Quand on pense à Haïti, on a souvent en tête des images assez tragiques, n'est-ce pas? Eh bien, la réalité, c'est que son histoire est bien plus riche et complexe que ça. C'est une histoire qui nous parle de liberté, de résistance et d'une incroyable quête d'identité. Et c'est justement ça qu'on va explorer ensemble aujourd'hui. Alors, pour vraiment saisir ce qui rend cette nation si particulière, laissez-moi vous raconter une histoire. Une histoire assez folle en fait. Celle d'un dirigeant qui, pour consolider son pouvoir, a dû faire un véritable numéro d'équilibriste entre la religion officielle de l'État et les croyances les plus profondes de son peuple. Alors cet empereur, c'est Faustin Soulouque. Et il faut le dire, c'était un tacticien hors pair. Quand une rumeur se propage dans la capitale, une apparition de la Vierge Marie, rien que ça, il ne voit pas juste un miracle. Non, il y voit une occasion. Une occasion en or. Pour lui, ce signe divin, c'était l'outil parfait pour légitimer son pouvoir absolu. Donc au lieu de l'ignorer, il va s'en emparer et l'utiliser de manière absolument géniale. Et c'est là que ça devient fascinant. D'un côté, officiellement, il se pose en grand protecteur du catholicisme. C'est la religion de l'État, il faut la défendre. Mais en coulisses, il entretient des liens très étroits avec les forces du vaudou, qui sont en fait l'âme profonde du peuple haïtien. En transformant cette fameuse apparition en un pèlerinage national à Sodo, il réussit un coup de maître. Il arrive à unifier ces deux mondes, complètement opposés en apparence, sous sa seule autorité. Brillant, non? Je suis Dr Stone. Mon but, ici, ce n'est vraiment pas de vous faire une leçon d'histoire avec une liste de dates à retenir. Pas du tout. L'idée, c'est qu'on déconstruise ensemble les préjugés, qu'on comprenne les dynamiques qui ont vraiment façonné Haïti, pour peut-être trouver dans son histoire des clés pour son avenir. C'est une quête de prise de conscience, une quête qu'on mène ensemble. Mais bon, avant d'en arriver à ces jeux de pouvoir, il faut revenir à l'acte fondateur, au cœur battant de l'histoire haïtienne, sa révolution. Et attention, on ne parle pas de n'importe quelle révolution. On parle d'un événement tellement radical qu'il a littéralement défié l'imagination du monde entier à l'époque. C'est l'historien Michel Rolls-Trouillot qui a trouvé le terme parfait pour ça. Un événement impensable. Alors pourquoi impensable? Parce qu'il faut se remettre dans le contexte de la fin du XVIIIe siècle. L'idée même que des esclaves puissent non seulement se révolter, mais aussi vaincre une armée coloniale et fonder leur propre nation, c'était tout simplement inconcevable. Ça ne rentrait dans aucune case. Ce n'était pas une révolution de penseurs dans des salons, c'était une révolution faite par des hommes et des femmes qui ont, au sens propre, brisé leurs chaînes. Et ce chemin vers la liberté, il a été terriblement long et sanglant. Ça commence en 1791 avec le Grand Soulèvement, ça passe par la capture tragique de son leader emblématique, Toussaint Louverture, et ça culmine avec la victoire décisive à Vertières, menée par Jean-Jacques Dessalines à la tête de l'armée indigène. Chaque étape n'était pas juste une bataille, c'était une lutte pour la survie, une lutte pour donner un sens nouveau au mot « liberté ». D'ailleurs, cette phrase de Toussaint Louverture, qu'il prononce au moment où on l'emmène, elle est prophétique. Il avait tout compris. Il savait que l'idée de liberté était plantée, et tellement profondément qu'on ne pouvait plus l'arracher. On pouvait vaincre l'homme, mais pas le mouvement qu'il avait lancé. La victoire militaire est donc acquise. Mais une fois que les armes se taisent, une autre guerre commence. Une guerre plus silencieuse, plus insidieuse, mais tout aussi décisive, la bataille des récits. La lutte pour définir ce qu'est Haïti, aux yeux du monde, mais aussi à ses propres yeux. Parce que dès le départ, il y a comme une fracture. D'un côté, on a l'État officiel, l'Haïti sur le papier, avec ses lois en français, ses modèles politiques copiés sur l'Occident, une élite qui a souvent les yeux tournés vers l'Europe. Et de l'autre côté, il y a la nation réelle, le vrai pays, la majorité du peuple qui vit, qui pense en créole et dont la culture repose sur l'oralité, sur le lien à la terre et sur le vaudou comme véritable système de pensée. Et pendant ce temps-là, à l'extérieur, le monde colonial ne digère pas. Une nation noire libre, c'était une anomalie, c'était intolérable. Alors une véritable machine de propagande se met en route. Des écrivains étrangers se mettent à dépeindre les Haïtiens comme des sauvages, incapables de se gouverner. Le but était simple, discréditer leur indépendance, noyer leur révolution sous un torrent de caricatures racistes. Alors, face à cette guerre sur deux fronts, où est-ce qu'on trouve la véritable histoire de la nation? Pas dans les textes de loi, ni dans les pamphlets étrangers, non. Comme le dit magnifiquement l'écrivain René Despestre, elle se transmet au bouche à bouche. C'est dans la littérature, dans les contes, dans la poésie, que le peuple se raconte lui-même et qu'il répond à cette question essentielle, qui sommes-nous? Et cette bataille des récits, justement, elle mène à la question centrale. Au fond, qui sommes-nous vraiment? Cette quête d'identité, elle va devenir l'enjeu intellectuel majeur du pays.
Une lutte pour arrêter d'être défini par les autres et enfin se définir par soi-même. Au début du XXe siècle, l'intellectuel Jean Prismars va mettre le doigt sur le problème. Il va lui donner un nom, le bovarisme collectif. L'idée est simple, c'est inspiré de Madame Bovary, qui rêvait d'être quelqu'un d'autre. Eh bien pour Prismars, l'élite haïtienne souffrait de ça. Elle se rêvait autre, elle voulait à tout prix ressembler à la France au point de mépriser ses propres racines. Et le message de Prismars, à l'époque, c'est une bombe. Il dit en gros, arrêtez d'être des imitateurs. Il appelle à un retour aux sources, à regarder à l'intérieur du pays, dans la culture populaire, dans le vaudou, et de ne plus voir ça comme des superstitions arriérées, mais comme le socle même de l'identité haïtienne. En gros, cesser d'être une colonie dans sa tête pour devenir pleinement soi-même. Et cette quête de soi, au fond, elle fait écho à ce que disait déjà le fondateur de la nation, Jean-Jacques Dessalines. Lui, il pariait sur la jeunesse, sur son feu bouillant, sur sa capacité à innover. C'est un appel qui traverse les âges, un message qui nous rappelle que chaque génération a son rôle à jouer. Bon, tout ce qu'on vient de voir, tout ce parcours, ça nous amène à un point essentiel. Ce n'est pas juste une histoire du passé, c'est en fait une invitation pour aujourd'hui. Et c'est ça le point le plus important. Comprendre toute cette histoire complexe, ce n'est pas juste regarder dans un rétroviseur pour se souvenir, non. C'est se forger une clé pour comprendre les blocages du présent et surtout pour déverrouiller un avenir enfin libéré des poids du passé. Au final, tout nous ramène à cette question, qui reste là en suspens, mais qui est tellement essentielle. Comment avancer si on ne sait pas vraiment d'où l'on vient ? C'est le tout premier pas. Pas seulement pour Haïti d'ailleurs, mais pour quiconque cherche à tracer son propre chemin. La quête ne fait que commencer.